Nous voici à destination, Marc. Il n'y a rien d'autre que de la glace. Et encore de la glace. L'Organisation du Monde Uni a préparé une étude de cet endroit depuis des mois. Et on nous a demandé de tout laisser tomber pour venir ici. Que de mystère, n'est-ce pas, Marc? On va contacter Mac et nous saurons ce que nous devons faire. Nautilus s'appelle l'Organisation du Monde Uni. Répondez, s'il vous plaît, Dr. Macpherson. Oui, Chris? Dr. Macpherson en ligne. Oh, vous êtes déjà arrivé sur place? Oh, mais c'est du beau travail. Des rapports nous sont parvenus à propos d'une flotte de baleiniers se dirigeant vers vous. Et l'OMU craint que la poursuite de leur chasse dans votre secteur puisse décimer la population des baleines au point qu'elles ne puissent plus se reproduire. Pourquoi avez-vous besoin du Nautilus? Pourquoi ne pas informer les autorités? Oh, mais cette partie de l'océan n'est régie par aucune loi existante. Alors l'Organisation du Monde Uni a été amenée récemment à y faire des études. Et nous espérons obtenir bientôt un accord international. Ces baleiniers le savent probablement, et sûrement ils organisent leur dernière chasse. Alors on ne peut pas les arrêter, Mac. Et non, désolé, Marc. Vous pouvez seulement les persuader de virer de bord et de rentrer chez eux. Ne vous inquiétez pas, Mac. Nous pouvons être très persuasifs quand il le faut. Chris, vois si tu peux estimer leur position. C'est facile, Marc. La seule façon d'arriver jusqu'ici est celle que nous avons employée. Il y a un fort courant qui empêche l'eau de geler sur place. Rob, prépare le laser. Nous allons devoir faire un trou dans la glace. Ils devraient passer par ici demain aux environs de midi. Nous serons fin prêts. Les voilà, Marc, exactement comme je l'avais prévu. Très bien. Est-ce que tout est en place, Rob? Oui, Marc. Je viens de finir. Ils peuvent venir. Mais j'espère que personne à l'OMU ne s'apercevra que j'ai passé la journée à évider un iceberg. Eh bien, si ça marche, ça fera de toi un héros. Les baleiniers pénètrent dans notre piège. Un piège? Que voulez-vous dire? On ne va quand même pas leur faire du mal? Non, certainement pas. On va juste les mettre au frais à un moment. Tu vois, Rob a dégagé le centre de cet iceberg grâce au laser. Les équipages croiront passer entre deux icebergs. Quand ils verront le piège, il sera trop tard. Ils sont pris. Maintenant, on referme le tout. Mais Marc, on ne peut pas les laisser là-dedans, ils vont geler. Ne t'inquiète pas, Chris. Ces bateaux sont équipés pour une longue campagne. Ils ont assez de vivres et d'énergie. Et nous n'allons pas les abandonner ici. Nous allons remorquer cet énorme bloc de glace jusqu'en haute mer. Et le courant du sud les emmènera vers des eaux plus clémentes, où leur piège de glace fondra petit à petit. Ainsi, ils pourront rentrer chez eux sans problème. Mais et s'ils rentraient chez eux, faisaient le plein et revenaient pour une autre chasse? Eh bien, si vous étiez sur l'un de ces bateaux et que vous vous trouviez mystérieusement coincé soudain au beau milieu d'un iceberg, reviendriez-vous? En fait, j'ai un point de vue plus touristique. Ce fut une curiosité à visiter, mais je n'aimerais pas y vivre. Qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances, Marc? Nous allons travailler dans une ferme. Une ferme? Oui, un élevage de tortues.
Nous sommes invités par le gouvernement de ces îles à partager nos connaissances sur les tortues de mer pour aider à implanter une ferme d'élevage. Mais pourquoi? Nous devrions essayer de sauver les tortues, pas de les parquer. Nous avons déjà essayé, Chris. Je me souviens des tortues vertes. Les chasseurs les tuent pour vendre leur viande et en faire de la soupe. Mais on les a bien eus. On a projeté un hologramme et on les a mis en fuite. Oui, c'est vrai, Rob, mais ça ne concernait qu'une plage et qu'une seule période de ponte. Et qu'arrive-t-il sur les autres plages du monde entier? Et les tortues carrées, on les a sauvées. Si nous n'étions pas intervenus à temps, leur carapace aurait fini à la devanture d'un bijoutier. Bien sûr. Nous avons abusé une bande de pêcheurs peu évoluée à l'aide de notre technologie. Nous ne pouvons pas effrayer tous ceux qui veulent exploiter les tortues sur des milliers de kilomètres de plage. C'est pourquoi l'élevage peut peut-être les sauver. Je comprends. Ces gens élèveraient des tortues et les relâcheraient comme lorsque l'on repeuple un lac avec des poissons. Non, non. Le but de ces fermes d'élevage serait la vente de leur viande. Leur viande? Alors pourquoi devrions-nous les aider? Eh bien, les tortues sont la principale source de revenus ici. Ces gens mangent leur viande et font de la soupe avec les tortues adultes. Ils consomment aussi leurs œufs et vendent le cuir et la carapace aux touristes. L'Organisation du Monde Uni a fait pression sur leur gouvernement pendant des années pour faire voter des lois pour la protection des tortues marines qui nidifient ici. Mais il y a toujours eu des pressions économiques contre de telles lois. À quoi un élevage de tortues peut-il servir? Nous espérons qu'une telle ferme recruterait ses employés parmi la population locale, qui actuellement décime les tortues. Nous avons sélectionné de jeunes mâles et femelles de chaque espèce et créé un environnement où elles se reproduiront et pondront en captivité. C'est comme un élevage de poulets. C'est exactement ça, Rob. C'est le même principe. Dans la plupart de ces îles, la viande de tortue est autant consommée que la viande de poulet chez nous. Une tortue est capable de pondre des centaines d'œufs par saison. On estime que, sur 1000 œufs pondus, un seul deviendra une tortue adulte. Mais si nous protégeons les œufs et que nous élevons les bébés tortues dans des bassins d'eau de mer, en 3 ou 4 ans, nous aurons des milliers de tortues adultes à vendre pour leur viande, leur cuir et leur écaille. Mais elles vont quand même être tuées. Oui, mais on espère que cela donnera au gouvernement l'occasion de présenter une législation pour éviter le massacre des tortues sauvages. Les gens pourront continuer à manger cette viande riche en protéines et l'espèce des tortues aura une chance d'atteindre une population suffisante. Ça a l'air parfait, Marc. Mais est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, Rob. Mais si cette expérience est un succès, il ne devrait pas être trop difficile d'implanter les mêmes fermes dans d'autres pays. Ceci peut aussi devenir une méthode pour sauver d'autres espèces de l'extinction. Pourquoi ne pas essayer avec les phoques et... Marc! Oui, Chris? Je viens de décider de prendre mes prochaines vacances à la montagne. À la montagne? Ah, tu ne préfères pas les vacances à la mer? Oh, mais si, Marc! Mais l'an prochain, tu voudras probablement monter à un ranch de requins. Et je crois que je préfère monter à cheval. Je l'ai. Ma vue se brouille à fixer l'écran. Ah, bonjour. Bonjour, Robbie.
Oh, vous pouvez vous détendre maintenant. Le fugitif vient juste d'être repris. Il est ramené sous bonne garde. Tout est en ordre à présent. Ah, voilà une bonne nouvelle. Nous commencions à être fatigués. À propos, où l'avez-vous attrapé, Dr. Mac? Eh bien, après qu'il ait sauté du navire qui l'emmenait en prison, il a nagé vers la côte. Là, il a trouvé un tronc d'arbre creux et il a rejoint un flottage de bois qui descendait vers la mer. C'est pas bête. Comment l'avez-vous trouvé? Oh, mais à cause des hurlements. Quel hurlement? Ben, les siens. Après une telle évasion, pour quelle raison s'est-il découvert comme ça? Oh, le problème, c'est que des alligators sont venus le renifler dans le tronc. Mais nous l'avons secouru. Ah, on n'a jamais vu quelqu'un si pressé d'aller en prison. Alors, mission accomplie. Vous voilà en congé, les enfants. À bientôt. Il devait être très stupide pour se faire repérer par ces alligators. Eh bien, il est très difficile de duper des animaux dans leur propre environnement, Rob. Il aurait dû se camoufler mieux que ça, n'est-ce pas, Marc? Peut-être bien, mais rappelle-toi que les animaux sont de vrais experts. Oh, allons, Marc, ils ne sont pas plus forts que les hommes. Oh, la question ne se pose pas en ces termes. Je dirais qu'il s'agit d'adaptation à l'environnement. Certains animaux ont développé d'incroyables aptitudes au camouflage avec le temps. C'est vrai, Rob. Rappelle-toi le poisson de la mer des Sargasses. Nous étions en train d'étudier les algues quand tu as découvert ce poisson, souviens-toi? Oh, oui. D'un seul coup, l'algue est devenue vivante et s'est transformée en poisson. Il a bondi sur l'autre poisson et l'a gobé en un clin d'œil. Oui, c'est un bon exemple de camouflage par la pigmentation. Oui, c'est comme l'anémone de mer. Elle ressemble à une très jolie fleur. Mais si on l'approche de trop près... Gare! Et n'oublions pas le poulpe. Il peut changer de couleur de nombreuses fois et il peut envoyer des nuages d'encre. Exact. Un prédateur à la poursuite d'un poulpe rouge est enveloppé d'un nuage d'encre. Le poulpe rouge change de couleur, il devient par exemple bleu. Et quand le nuage se dissipe, le prédateur cherche une proie rouge. Et le poulpe en profite pour filer discrètement. Ingénieux! Et le poisson-pierre? On peut le regarder de vraiment très près et croire que c'est un rocher, jusqu'à ce qu'il bouge. Alors il vaut mieux filer et vite! C'est certain, car ces épines dorsales contiennent un poison violent, mais la liste des créatures marines se protégeant par camouflage est quasiment infinie. Il existe des poissons ressemblant à des feuilles, des fleurs ou des pics. D'autres qui enflent pour paraître plus gros. D'autres encore qui semblent aller à reculons. Des poissons qui rugissent. Et des poissons qui pêchent d'autres poissons. Oh, je parie qu'on ne connaîtra jamais toutes les différentes sortes de déguisements qu'ils prennent, hein, Marc? C'est bien possible, Rob. Mais on continuera à les étudier et à apprendre toujours plus. Tu sais, Marc, Rob me rappelle un de ces poissons avec un gros œil au bout de leur queue. Comment ça, Chris? Il ne sait jamais s'il arrive ou s'il part, n'est-ce pas? Hein, Rob? Allô, le Nautilus? Oui, bonjour, Mac. Ah, oh, j'ai d'effrayantes nouvelles, Marc. Des serpents de mer à ventre jaune ont été repérés dans la mer des Caraïbes. Et pas seulement un serpent. Oh, mais des milliers de serpents, dites. Nous partons tout de suite, Dr. Mac. Essaie de joindre le docteur Fernandez, Chris.
Allô, Nautilus, docteur Fernandez en ligne. Bonjour, docteur. Nous enquêtons sur les serpents de mer à ventre jaune dans la mer des Caraïbes. Cela semble invraisemblable. Invraisemblable, je le croyais, mais regardez votre écran. Il existe 50 espèces de serpents de mer, et le serpent de mer à ventre jaune est connu pour voyager au petit bonheur dans l'océan Pacifique. Mais il semble qu'il ait besoin d'eau assez chaude pour vivre, 12 degrés minimum. Pour qu'un serpent de mer aille du Pacifique jusqu'à l'Atlantique, il faudrait qu'il remonte au nord de l'Alaska et du Canada, ou qu'il descende jusqu'au sud de l'Argentine. Je vois. L'eau est bien trop froide. C'est la preuve que c'est totalement invraisemblable. Il va nous falloir découvrir comment cela a pu se produire. La Jamaïque est en vue, Marc. Bienvenue, Nautilus. Nous vous attendions. Voici notre rapport. Nous avons reçu une lettre. Elle dit que les serpents disparaîtront totalement contre $1 million. Un hélicoptère nous a confirmé que des milliers de serpents se dirigeraient vers nous. C'est incroyable, mais nous sommes prêts à payer la rançon. Avant de faire quoi que ce soit, passez-moi la patrouille des gardes-côtes. À vos ordres. Notre équipe de surveillance en hélicoptère n'est pas loin. Salut, c'est toi, Marc? Philippe Amanda. Exact, vieux loup de mer. Je m'attendais à te voir. Fais-moi un topo sur ces serpents que tu as repérés. Je vais faire mieux que ça. Je t'emmène sur place. Et suis-moi. D'accord. Et voilà, droit devant. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'est impossible, mais ils sont là. C'est affreux. Il doit y en avoir des millions. Rapprochons-nous, Chris. Je vais sortir pour voir de plus près ces incroyables serpents. Tu ne vas pas sortir là-dedans, Marc. Tu vas te faire tuer. Je n'en suis pas si sûr. Sauve-toi, Nautilus. Sauve-toi. T'as entendu ça, Marc? Tu ferais mieux de faire demi-tour. Reviens. Du calme, Rob. Ne panique pas. Ah! C'est bien ce que je pensais. Un serpent en caoutchouc. En caoutchouc? Eh oui, Chris, en caoutchouc. Philippe, réponds. Lance un filet sur cet amas de serpents. Je crois que tu remonteras une prise très intéressante. Quant à nous, nous allons mettre un gros poisson en conserve. On se retrouve au port. Oh, je veux partir. Laissez-moi. Des serpents en caoutchouc? Nous? Se faire avoir par des serpents en caoutchouc? Tu ne trouves pas que c'est un peu raide, Marc? Oh, Rob, non. Enfin. Les enfants, nous entrons dans le golfe de Taranto. Vous serez intéressés par ce projet d'archéologie sous-marine. Quelle sorte de projet, Marc? Des scientifiques sont en train de remonter les vestiges d'un ancien navire de commerce romain, englouti à 9 mètres de profondeur. Pourquoi est-ce si compliqué? Cette épave est en assez bon état pour fournir la base d'une reconstitution fidèle du sujet.
C'est ici, Marc. Ils utilisent encore un de ces gros serpents mécaniques. Tu veux parler de l'aspirateur sous-marin? Ils peuvent ainsi ôter des tonnes de vases et travailler beaucoup plus facilement. Quel genre de navire était-ce? Il semblerait que ce fût un navire d'environ 28 mètres, construit à l'époque de l'Empire romain, il y a presque 2000 ans de ça. Pourquoi a-t-il coulé? Eh bien, le golfe de Taranto est célèbre pour ses tempêtes. Un vent terrible y souffle parfois pendant plusieurs jours, et de suite. Et ce navire a été pris dans une tempête? Tu sais, les bateaux comportaient de nombreuses pièces en bronze, mais on les remplaçait avec des pièces en fer. Et parce que le fer est de qualité inférieure, les réparations ne tenaient pas le coup. Qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de bac à eau qu'on aurait attaché à des ballons. Tu as raison en ce qui concerne les ballons. Mais ce bac à eau est en fait un cercueil. Ne me dis pas que ceci est en fait un cimetière. Oh non, Chris. Ce navire devait transporter une cargaison de cercueils quand il a coulé. C'est le plus grand filet que j'ai jamais vu. C'est un filet très spécial. Il sert à attraper les thons. Pourrait-on s'en rapprocher? Avec ces bateaux de pêche en surface? J'espère que nous ne finirons pas dans une boîte de thon à l'huile. Quand un banc de thon arrive près du filet, il vire à gauche pour l'éviter et s'engage droit dans le piège à travers une série de compartiments. Pourquoi tourne-t-il toujours à gauche, Marc? Les thons voyagent toujours avec leur œil droit du côté de la côte. Aristote pensait qu'ils étaient aveugles de l'œil gauche. Qu'arrive-t-il quand ils atteignent le fond du filet? Ils sont hissés à bord des bateaux par des pêcheurs qui utilisent des gaffes. Attention, Rob, les voilà! Hé, Marc, qu'est-ce qu'on doit faire? Essayez de les éviter! Robbie! Viens par là, vite! Oui, Regarde, voilà un cercueil! oui, cachons-nous au fond, vite, et dépêche-toi! Vite! Jamais vous n'auriez pensé qu'un cercueil puisse vous sauver d'un banc de thon furieux, hein? Je préfère passer quelques minutes dans un cercueil plutôt que le restant de mes jours dans une boîte de thon à l'huile. C'est ça la vraie vie. Soleil, sable et décrit, c'est quoi l'autre mot en S qui va d'habitude avec soleil, sable, surf et Solitude, c'est le bon mot. Oh, c'est certainement le bon mot, mais si tu penses au calme et à la solitude, eh bien, ce n'est pas vraiment le cas ici. Que veux-tu dire, Marc? Regarde, il n'y a personne. Il n'y a pas âme qui vive à des kilomètres. Si je ne me méfiais pas, je dirais qu'on est sur une île déserte. Bon, je crois qu'il est grand temps que vous ouvriez les yeux et les oreilles. Qu'est-ce que tu nous prépares encore? Un bon tour de magie?
Tu vas nous faire apparaître quelqu'un? Non, pas du tout. Je ne vais rien faire apparaître qui ne soit déjà là. Je suis sûre que tu as raison, Marc. Mais je ne vois vraiment rien. Moi non plus. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Voyez cette petite algue? Je sais, les algues sont des plantes vivantes. Ah, soulevez-la donc. Ouais? Qu'est-ce que c'est? Des puces de sable. Elles ont besoin de fraîcheur et d'humidité. En vivant sous les algues, elles peuvent rechercher leur nourriture dans le sable. Si vos yeux sont entraînés, vous verrez des merveilles partout. Regardez là-bas, au bord de l'eau. Que voyez-vous? Quelques morceaux de bois, une boîte de conserve. Quelques pierres et un bout de caoutchouc. Bon, venez avec moi. Maintenant, retournez doucement ce que tu appelais un bout de caoutchouc. Ah! On appelle ça une bourse de sirène. Tu vois, c'est une toute petite raie. Elle est née dans ce sac et ne quittera son abri qu'après avoir mangé toute la nourriture qui s'y trouve. En voilà une qui est vide. Elle a mangé toute la nourriture. C'est exact, mais celle que tu tiens là a dû abriter un petit requin, qu'on appelle chien de mer. C'est bien le seul chien qui mord plus souvent qu'il n'aboie. Et je parie qu'il y en a d'autres puces de sable là-dessous. Ah. Non. Non, rien du tout. Il n'y a rien ici. Regarde mieux, Rob. Berk, des vers. Ce sont des vers de cale. Mais ce ne sont pas vraiment des vers. Ce sont des buccins. Tu sais, des mollusques, comme les escargots, les palourdes. Ce sont les créatures que l'on trouve occupées à faire des trous dans les cales des vieux bateaux en bois. Bon, je crois que c'est tout, hein, Marc. Nous avons dû trouver tous les animaux de la plage. Ah, pas encore, Chris. Tu es juste à côté d'une créature intéressante. Et c'est vraiment un ver. Où est-il? Tu vois ces petits trous? Oui. C'est un arénicole. Les pêcheurs le connaissent bien. Ils l'utilisent comme appât. Ces vers avalent le sable pour se frayer un chemin. Ils le digèrent et le rejettent. Ces spirales de sable sont les déjections du ver. Je suis sûre que si on cherche, on trouvera d'autres choses ici. Oui. Peut-être des crabes ou des moules ou des bigorneaux. C'est vrai. Il est difficile de trouver un endroit sans véritablement trace de vie aucune. J'en connais un. Ah, vraiment? Et où est-ce, Chris? C'est la cuisine après le dîner, quand il faut faire la vaisselle. Tu as raison.